Excellences, Madame et Messieurs, je suis ravi d'être parmi vous pour célébrer le 50 anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. 50 ans au service du rayonnement de la langue française, de la diversité culturelle, de la paix, de la démocratie, de les droits de l'homme dans le monde. Cette année est un nombre de plus difficile pour mener à bien votre action. Pourtant, l'événement de ce soir est une belle illustration du travail remarquable accompli par les ambassades de la francophonie. L'Irlande a rejoint des rangs des observateurs en 2018. Elle est une toute nouvelle venue dans la francophonie. Pourtant, depuis longtemps, la langue française est prisée des Irlandaises. Dans ma prime jeunesse, j'ai moi-même appris en français à Paris et j'en conserve un bon souvenir. French is the most widely spoken and understood foreign language in Ireland, with more than 50,000 students studying French at second level last year. In 2017, the Irish government launched Languages Connect, an initiative aimed at increasing by 25% the number of students studying two foreign languages at Leaving Cert level. This interest in the French language is also fostered at third level through a number of excellent programs at our universities. I know that the Alliance Française here in Dublin, which is the third largest in Europe, is celebrating its 60th anniversary this year. Numerous films and literary festivals and events across the country keep our connection to the language very much alive. This month's Cork Film Festival, for example, showcased more than 10 French films. Ireland's membership of La Francophonie is in many ways the culmination of these efforts to build a strong connection with the French language and a recognition of the special place it holds in our society. However, our membership also forms part of our strategy to grow Ireland's presence internationally. Since joining, we have sought to develop close relationships with the organisation and its member states around the world. We have strengthened our diplomatic presence at our embassy in Paris for the very purpose of deepening this engagement with La Francophonie. The organisation's principles and values have been at the heart of our foreign policy long before we were granted observer status. Irish foreign policy, after all, is rooted in a multilateral vision of the world. International organisations like La Francophonie play a vital role in promoting multilateralism in these difficult times. Ireland was elected to the UN Security Council earlier this year, and we will bring our deep commitment to multilateralism, to human rights and peace building as we take up our seat next January. I know that these values are also at the heart of the Francophonie. So to conclude, I would like to thank the French Embassy for inviting me to speak this evening and for the opportunity to mark the 50th anniversary of this great organisation. I wish you every success with the event, and I'm sure that the discussion on the voice of Francophone women writers will be extremely interesting and engaging. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Cher ministre des Affaires étrangères, Dear Minister Simon Coveney, chers amis et chères amies de la francophonie et de la littérature, chers collègues, comme vous le savez, cette année nous fêtons le 50e anniversaire de la francophonie. Cela fait 50 ans que notre organisation se mobilise pour la protection et la défense de la langue française et du multilinguisme, sans repli sur soi, mais au contraire dans un esprit ouvert et coopératif. Cela fait 50 ans aussi que la francophonie promeut les valeurs partagées par ses États membres, la paix, la démocratie et les droits humains. Alors la francophonie, en pratique, c'est aussi, plus qu'un slogan, une réalité, liberté, égalité et féminité. La place des femmes dans l'espace francophone est très importante et soulignée par notre organisation. Nous avons le plaisir aujourd'hui de réunir 4 écrivaines francophones engagées, venues des Antilles, du Maroc et de Tunisie,
qui vont croiser leurs regards sur le monde d'aujourd'hui. Elles apportent chacune une vision, une sensibilité qui leur est propre et qu'elles expriment par la langue française. Sans attendre, je vais laisser la place à nos 4 écrivaines, Marie-Josée Ali-Montieu, Suzanne Dracius, Soumaya Naaman-Guessou et Fauzia Zouari, sous la bonne direction de Sinead Makahoda de Literature Ireland, que je remercie pour sa collaboration. On va maintenant lancer le débat en vif. Et c'est mon très grand plaisir d'accueillir nos 4 intervenantes ce soir. Si vous me permettez, avant de commencer cette conversation, je souhaite présenter brièvement nos intervenantes. D'abord, je vais présenter nos invités antillaises. Marie-Josée Ali-Montieu est journaliste, chanteuse et écrivaine de grand renom, grand reporter. Elle a réalisé de nombreux reportages dans des situations souvent dangereuses, notamment au Brésil et en Jamaïque. Suzanne Dracius est née à Fort-de-France. Elle a passé son enfance en Martinique, puis à Sceaux, en région parisienne. Elle est poète, romancière et dramaturge. Née au Maroc, Soumaya Naaman-Guessou est sociologue et professeure à l'université Hassan II à Casablanca. Elle est également chroniqueuse, écrivaine, consultante en développement humain et communication interpersonnelle. Fauzia Zouari est écrivaine, essayiste et journaliste à Jeune Afrique. Elle est souvent invitée en tant que conférencière sur des sujets qui touchent le dialogue interculturel, l'image du monde arabo-musulman en Europe et la condition de la femme arabe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire en français? Fauzia, je commence avec vous. Ai-je vraiment choisi d'écrire en français ou est-ce que c'est le français qui m'a choisi? C'est une question que je me suis souvent posée. En fait, je fais partie d'une famille qui n'a jamais connu la langue française. J'ai commencé à apprendre le français tard, enfin en 3e année d'école primaire. Et pour moi, le français, c'est une circonstance de l'histoire. Hein, c'est la langue que nous a laissé la France. Et puis, ça a été pour moi une opportunité d'aller plus loin. Je fais partie d'une génération où dès que vous avez plus de diplômes en tant que femme, vous avez une chance de sortir à l'extérieur et de ne pas subir ce que votre mère, par exemple, en l'occurrence la mienne, a subi, c'est-à-dire la réclusion. Donc, c'était une opportunité. C'était aussi un moment, une façon d'exprimer l'intime en moi, l'intime de la tribu, l'intime de la mère. Tout cela, c'est ce que j'ai cru au début. Donc, c'était un moyen. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Que la langue française était non seulement un pays pour moi, un ultime pays, que c'était aussi que j'étais venue pour elle. En fait, j'ai traversé les frontières, je suis partie en France, j'ai écrit en français, je ne savais pas. Et puis un jour, je me suis dit, je suis venue pour elle. Et c'est devenu donc quelque chose qui n'est plus de l'ordre du choix, mais de l'ordre du fatum, en quelque sorte. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Voilà où j'en suis dans ce rapport avec la langue française. Et vous, Suzanne? Eh bien, martiniquaise, forcément, j'ai été scolarisée tout à fait normalement en français. D'abord dans ma petite île natale, la Martinique. Puis ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis allée sur l'autre bord. Et bien sûr que la langue française a été quelque chose qui était normal. Mais je l'ai également choisi parce que, en fait, j'habite la langue française. J'y pénètre comme dans une habitation offerte. Et j'emploie exprès ce terme d'habitation parce que chez nous, aux Antilles, le mot habitation désigne la plantation esclavagiste, hein, pour dire tout ce qui est. Et en fait, d'où on peut marronner, c'est-à-dire d'où l'esclave peut s'enfuir, et d'où j'ai envie de m'enfuir. Mais ce qui est bien, c'est que la langue française me laisse un espace de liberté. Je peux y apporter mes petits plus, je peux y apporter
le créole, mes images créoles, je me souviens que quand je faisais mes petites rédactions, quand j'étais à l'école, donc sur la terre de France, hein, dans le pays de la personne, comme on dit avec l'accent créole, eh bien, j'émaillais mes devoirs de français de toutes ces réalias, toutes ces réalités de chez moi. Ce qui fait que je me dis que je peux marronner, je peux m'échapper à ma guise de cette habitation. Donc pour moi, la langue française, c'est bien sûr une obligation, une chose qui était normale au départ, mais c'est devenu aussi un choix parce que c'est mon espace de liberté. Merci. Marie-Jo, vous chantez en anglais, vous chantez en créole. Oui, C'est quoi pour vous la langue j'écris, française? j'écris en français, Et oui. vous Bah, écrivez? Oui. je suis un peu comme Suzanne et à la fois comme Faouzia. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que c'est moi qui choisis la langue française. La langue française m'a peut-être choisi, en tout cas, c'est celle qu'on m'a imposée. Donc, c'était une langue de contrainte pour moi au départ. Dans la rue, on parlait un autre langage, le créole. Et puis, chez moi et à l'école, c'était le français. Et cette langue, je l'ai utilisée d'abord pour lui dire ma détestation de la langue française et ma détestation parce qu'elle représentait pour moi le colon, le dominateur. Et puis, le temps passant, j'ai apprivoisé cette colère qu'il y avait sans doute en moi et c'est passé par la langue parce que j'ai réalisé que finalement, la langue française, le terme qui me vient aujourd'hui dans ma relation avec la langue française, c'est le terme de générosité. Cette langue m'a donné beaucoup de choses. J'ai pris, mais je lui donne aussi beaucoup de choses. Parce que, comme disait fort justement Suzanne, nous avons des images qui sont très particulières, nous avons un imaginaire qui est très particulier aux Antilles, et cet imaginaire-là, je le restitue à la langue française. Je vais vous donner un exemple, parce que j'aime bien être concrète. Par exemple, le soleil ne se couche pas aux Antilles. On va dire que soleil-là qu'a tombé en mer, ça veut dire que le soleil tombe dans la mer. Et pour moi, le soleil tombe dans la mer, le soleil tombe derrière les murs des HLM, le soleil plonge dans la forêt, le soleil ne tombe jamais en fait de façon aussi abruptée. Tout le langage littéraire que j'ai engagé à partir de cette créolité qui est la mienne est venu, je dirais, pas enrichir, mais donner du vivant à la langue française. Donc la langue française, voilà, c'est pour ça que j'emploie le terme de générosité, parce que finalement, m'a beaucoup donné, m'a ouvert l'esprit à des littératures et des concepts qui sont mon socle. Et puis, je lui donne beaucoup et comme dit Suzanne, je marronne dans la langue française et c'est avec un plaisir extraordinaire que mes images, mon imaginaire vient enrichir la langue française. Et Soumaya, le français pour vous, c'est quoi? Oui, permettez-moi d'abord de remercier toutes les parties qui ont organisé cette rencontre. Je suis vraiment particulièrement contente d'être parmi vous et de remercier également son Excellence l'ambassadeur du Maroc, M. Mraoui, grâce auquel je suis parmi vous aujourd'hui. Et je suis d'autant plus ravie puisque nous sommes le 25 novembre et c'est la journée de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Je ne sais pas si cette date a été choisie exprès ou alors c'est juste le hasard du calendrier. Alors, mon histoire avec la langue française est très particulière. C'est une histoire d'amour et de haine pour une raison très simple. Mon père est un des organisateurs de la résistance armée contre la colonisation française. Et je suis née donc dans les années après l'indépendance. Et la seule école qu'il y avait dans le quartier, c'était une école française. Et donc, mon père n'avait pas le choix. Lui qui a milité pour que nous retrouvions notre langue, l'identité, etc., il s'est retrouvé donc face à un dilemme. C'est soit scolariser ses deux filles, parce qu'il y a moi, il y a Samira, ma sœur aînée, dans l'école française, soit pas, parce que bon, nous étions loin du centre-ville, etc. Et donc, voilà, j'ai commencé ma scolarité, je l'ai terminée d'ailleurs, en langue française. Et ce qui était amusant, c'est que mon père nous interdisait de parler français à la maison. C'est-à-dire que quand il était là, on ne devait pas parler français. Il nous disait, bon, arabisé, arabe, arabisé. Et dès qu'on sentait qu'il n'était pas là, allez, on partait parce qu'en fait, même si la langue mère, c'est l'arabe dialectal, c'est-à-dire nous avons appris à mettre des mots sur nos émotions, beaucoup plus en français que dans notre langue dialectale.
Et j'ai vécu pendant longtemps, ce n'est pas un traumatisme, mais pendant longtemps, j'ai vécu ce frein de ne pas pouvoir dire les choses comme je le voulais, surtout quand on était à table et qu'on voulait plaisanter avec mes sœurs, mes frères. Et il fallait switcher dans sa tête. Et pendant le temps où il fallait switcher du français à l'arabe, eh bien, je me disais, mais pourquoi on m'a mis dans cette école? Pourquoi cette langue me torture comme ça alors que j'ai envie de parler spontanément? Bon, ça a duré les 2 ou 3 premières années de ma vie. Et puis ensuite, bon, c'est imposé, on a pu parler. Jamais il nous a parlé en français. Mais en tout cas, ce que j'ai gagné de cette langue, j'ai gagné une double culture. J'ai gagné aussi étant enfant. J'ai été bercée par des contes français, par La Belle au bois dormant, par les contes de la comtesse de Ségur. J'ai beaucoup lu le Club des 5, c'est-à-dire que mes rêves, j'étais au Maroc, très enracinée dans mes racines, mais également j'ai eu cette chance d'avoir la tête ailleurs, de pouvoir rêver d'un autre monde. Et j'ai été bercée comme ça, avec Heina, c'est-à-dire des contes marocains, et en même temps des contes français. Et je trouve que ça a été pour moi, et ça l'est toujours, une expérience très enrichissante. On pourrait en parler tout à l'heure et je pourrais expliquer pourquoi je continue à écrire en français. Merci. Merci.